Qu'il nous soit permis à votre propos de vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter sur ce travail en acceptant de composer ce jury en début de vos multiples occupations. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous nous tenons devant vous aujourd'hui pour vous présenter nos travaux de fin de formation portant sur le thème ainsi libellé, la notion de subordination juridique dans le contrat de travail en République du Congo. En effet, Pierre-Dominique Oyer souligne dans son ouvrage Droit du travail, le rapport du travail est un rapport de subordination et le droit de travail celui du travail subordonné. D'autres auteurs, comme Camille Debailleur et Dominique Jourdan, reconnaître par essence un lien de subordination. De même, la relation de travail établit un lien juridique entre la personne qui effectue le travail, le travailleur, et celle qui en est bénéficiaire, l'employeur. L'article 2 de la loi numéro 6/96 du 6 mars 1996, modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail du 15 mars 1975, précise ces aspects. Du latin médiéval, subordination, la subordination désigne le fait qu'une personne dépend de ses fonctions de l'autorité de quelqu'un d'autre, ou encore le devoir de se conformer aux instructions d'un supérieur. Le dictionnaire Le Larousse illustre la notion de subordination comme la situation de mettre quelqu'un dans une dépendance hiérarchique par rapport à quelqu'un d'autre. En d'autres termes, la notion de subordination renvoie au fait de se soumettre dans ses fonctions à une autorité supérieure ou de se considérer inférieur devant un plus fort professionnellement. Selon le vocabulaire juridique Gérard Cornu, la définition de la subordination juridique a été donnée pour la première fois par la Cour de cassation française comme étant l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le Code du travail, en l'occurrence, l'article 26 retient que le contrat individuel de travail est un accord de volonté par lequel une personne s'engage à accomplir des actes matériels de nature professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne qui s'oblige à lui payer en contrepartie une rémunération généralement en argent appelée salaire. 3 critères sont nécessaires pour qualifier un contrat de travail, à savoir la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination. Seul ce dernier en est le critère décisif. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, d'un point de vue historique, la subordination juridique apparaît déjà au Moyen-Âge où les droits des travailleurs étaient absolument inexistants. Le maître avait tout pouvoir sur son esclave. Une telle inégalité peut autant recourir à une dimension factuelle que juridique ou physiologique. Le concept en matière de droit de travail est depuis la fin du 19e siècle le lien de subordination juridique. C'est la pierre de touche à l'angle de laquelle le juge dit qu'il y a contrat de travail ou non. Pourquoi le choix de cette thématique? Les relations de travail qui se forment entre les parties au contrat de travail met en évidence l'existence des pouvoirs importants au profit de l'employeur. Pouvoir normatif à travers le règlement intérieur, pouvoir intérieur à travers au sein de l'entreprise, pouvoir disciplinaire à travers la prise des mesures allant de l'avertissement jusqu'au licenciement, pouvoir d'affectation, de modification des conditions d'exécution du contrat de travail. La compréhension de cette notion dégage un double intérêt, juridique et pratique. Sur le plan juridique, la détermination de ce critère de subordination dans les relations contractuelles créées par les parties au contrat de travail permet de distinguer ce contrat des contrats voisins. À ce sujet, il existe des éléments dans ces contrats voisins comme dans le mandat, la fourniture de la prestation de travail et sa contrepartie. Mais difficilement, la dépendance
de la personne engagée à exécuter une mission donnée. Sur le plan pratique, cette étude permet de sensibiliser les praticiens du monde du travail sur une notion importante dont l'impact détermine la nature des prestations contractuelles nouées par les parties. Par ailleurs, ce thème n'a pas fait directement l'objet d'une étude à l'ENA, à l'École nationale de magistrature. Il n'est abordé qu'à certains aspects consacrés à la distinction entre le contrat de travail et les contrats voisins. Toutefois, cette thématique a été traitée à la faculté de droit de l'université Mariam-Gouabi, dans lequel le rédacteur s'est appesanti sur le fait que la relation contractuelle de travail est une relation totalement inégalitaire. En clair, notre travail s'inscrit à peu près sur le même sens que notre prédécesseur, mais avec une particularité sur la nécessité qui conduit l'employeur et le salarié à prévenir des conflits et à les résoudre par des actions consensuelles, par des tiers à travers des processus de conciliation et de négociation. Après ce constat sommaire, nous pouvons nous poser les questions suivantes. Comment se manifeste la subordination juridique dans les relations professionnelles ayant pris corps entre les parties au contrat et quelle est sa limite? Quelle est son évolution avec les nouvelles formes du salariat qui se développent dans la société actuelle? Le salarié doit-il être considéré comme un instrument dénué de sens et inutile dans une entreprise fortement hiérarchisée? Mieux, quelles sont les mesures adéquates mises en exergue par le législateur afin d'assurer la protection de l'employé et d'atténuer l'autorité de l'employeur dans le rapport contractuel? De toute évidence, ce sujet aborde l'hypothèse selon laquelle la notion de subordination juridique est la manifestation du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction reconnu à l'employeur dans le contrat de travail auquel le travailleur se trouve assujetti. Une telle notion connaît des tempéraments et un encadrement par la jurisprudence. Dans la perspective d'apporter des réponses aux interrogations submentionnées, nous nous sommes attelés à subdiviser notre travail en deux grandes parties. La première partie porte sur la subordination juridique, critère principal d'identification du contrat de travail, et la seconde sur l'encadrement juridique de la notion de subordination juridique dans les rapports contractuels entre l'employeur et salarié. Dans le développement de notre première partie, nous avons insisté sur le fait que le salarié accepte de se constituer débiteur d'une obligation qui lui impose d'obéir aux directives professionnelles de l'employeur. De même, l'employeur entend être titulaire d'une créance de subordination, autrement dit d'un pouvoir contractuel. C'est dans ce sens que Jean-Yves Foin confirme que la subordination du salarié à l'employeur naît du contrat de travail et se manifeste dans l'exécution du contrat de travail. Toutefois, on peut remarquer la présence du lien de subordination même en l'absence du contrat de travail. C'est le cas lorsque le salarié est intégré dans une entreprise organisée où son activité est profitable à l'entreprise et qu'il reçoit des directives précises de la part de l'employeur. C'est donc une circonstance de fait, à savoir un horaire ou un lieu d'exécution de la prestation. La subordination du salarié au travail est un état normal qui peut prendre différentes formes et s'exercer à des degrés différents. Dans les professions libérales, un médecin peut exercer une activité dans un établissement qui lui impose toutes sortes de contraintes et des conditions matérielles de son activité. Ainsi, l'employeur peut être emmené à sanctionner l'absence de subordination, c'est-à-dire l'insubordination constatée chez le salarié par la rupture du contrat de travail. Par exemple, le fait pour le salarié de porter des coups à son supérieur hiérarchique sur les lieux de travail. Tribunal du travail, 3 mai 1976. Pour s'en convaincre, le professeur Auguste Iloki
dans son ouvrage intitulé « Le droit du licenciement au Congo », précise qu'il est de règle générale que le refus issu de la transposition au droit disciplinaire d'une règle du droit pénal qui interdit de sanctionner à 2 reprises pour un même fait. La conjonction et la répétition de certains agissements ont généré une atteinte aux droits de la personne du salarié. Les juges du fond sont souverains de l'application des faits. En somme, la notion de subordination juridique dans le contrat de travail se comprend peu à peu. Et avec l'évolution du droit positif, elle s'améliore et les salariés deviennent de plus en plus protégés dans leurs relations professionnelles. Le contrat n'est pas un instrument de domination du salarié dont l'employeur peut user à sa guise, mais plutôt comme une figure de résistance. Le juge social peut alors, dans un effort de rationalisation de l'exercice du pouvoir patronal, limiter son caractère discrétionnel et arbitraire. Aussi, nous suggérons le fondement de la renaissance du salarié comme une personne humaine selon lequel le travail ne constitue pas une marchandise et le travailleur n'est pas un outil de production. Pour reprendre les mots du professeur René Sabatier, le salarié n'abandonne pas son corps à la volonté de l'employeur. Il se borne à contracter les obligations de faire ou de ne pas faire. Les droits sur son corps sont inaliénables. Ce faisant, nous remarquons que la notion de subordination juridique a donc perdu sa légitimité comme critère universel du contrat de travail. Elle varie avec amplitude et en intensité au gré des situations, si bien qu'elle devient parfois difficile, voire même impossible à l'identifier dans l'analyse des faits. Cette notion est plus que jamais mouvante, instable et sujet aux métamorphoses ou redémolages jurisprudentiels. En un mot, la voie empruntée par le législateur demeure étroite, car la subordination est une réalité incontournable et devient même au terme de la proposition de la loi une nécessité, souhaitant à la fois parvenir et sanctionner les comportements de harcèlement. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, pour mener à bien cette étude, les méthodes analytiques et comparatives ont été utilisées. La méthode analytique consiste à porter une appréciation de valeur sur la notion de subordination juridique dans le contrat de travail, tandis que la méthode comparative a permis de retenir certains points positifs existants dans la législation congolaise ainsi qu'étrangère, tout comme dans la jurisprudence et la doctrine afin d'en apprécier l'évolution. Bien entendu, au-delà de ces méthodes, la technique documentaire en a été l'ossature à travers la constitution des ouvrages de référence en la matière, de la jurisprudence sur la notion de subordination. Le travail humain n'étant pas parfait, vous trouverez certainement des coquilles, des erreurs. Aussi, il n'a pas été facile de mener à bien nos travaux de recherche en raison de la rareté des ouvrages, du sondage très minime enregistré sur les questions des rapports de travail, la non-publication de certaines décisions de justice rendues par les juridictions de travail, disponibles dans les revues spécialisées accessibles. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, voici ce qui a constitué la quintessence de nos travaux. Nous vous remercions pour votre aimable attention et sommes disposés à accepter toute remarque, critique et suggestion venant de vos éminences, allant dans le sens de peaufiner notre travail. Nous vous remettons la parole que vous avez bien voulu nous accorder pour la présentation de notre travail. Merci. Si vous êtes à la limite, je vous donne 15 minutes pour faire moins. Vous avez épuisé votre temps, heureusement que vous êtes arrêté. Vous aurez dépassé les 15 minutes. Vous regardez, même si c'est la montre du président qui compte, vous regardez votre montre, vous saurez que vous êtes vraiment arrivé à temps. Donc, si vous faites cet effort-là, synthèse, on a le document, c'est pas la peine de s'étendre. J'avais à faire ça, j'ai fait ça aussi ici. Bien. Cela dit, pour m'indiquer, nous allons prendre la parole de ce public pour vous
l'obligation, vous l'avez dit vous-même, vous avez l'obligation de corriger ce mémoire en fonction des observations qui seront faites. C'est l'obligation. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, il n'est pas là simplement pour venir discuter de bons points, comme on dit, des bons artistes. Mais là, surtout pour vous aider justement, parce que d'autres chercheurs doivent accéder à d'autres documents qui soient bien faits. Étant entendu que la vague de garde va changer, puisqu'il y aura la composition du juge tel que nous sommes. Il va justement de la récupération de nous autres aussi, hein, comment il peut laisser passer des choses comme ça. Voilà pourquoi on est là. Moi j'ai eu une soutenance, donc je vais demander aux membres du jury d'aller à l'essentiel, parce qu'on a eu une soutenance à 13h30. Donc on va essayer d'être un peu simple, bref, dans nos propos pour aller à l'essentiel. Donc, sans plus tarder, c'est mieux, pour nous dire justement quelle appréciation. C'est justement le travail réalisé par Madame Milambu, quelle a été l'ambiance de collaboration. Parce que ça, ce sont des éléments importants à savoir. Si tout est bien passé, est-ce que vous êtes à l'écoute des conseils que vous avez donnés, je ne sais pas. Donc dites-nous et vous avez la parole. Monsieur le Président, je vous remercie pour m'accorder la parole pour le travail. Alors, je dirais d'emblée qu'elle était assidue. Et à un certain moment, je me disais même, mais il faut que je me repose de temps en temps aussi. Mais, donc, chaque fois qu'elle avait une idée, on n'hésitait pas à en discuter. Bon, d'autant plus que le droit du travail a toujours été ma passion. Je me suis mis par la force des choses. On ne choisit pas d'être nommé à la présidente d'une juridiction donnée. Mais c'est arrivé comme ça, et puis je me suis mis dans la peau de celui qui aime le droit du travail, de telle sorte que jusqu'à aujourd'hui, je continue à me passionner pour ce droit. Donc les conditions dans lesquelles nous avons travaillé, je venais de l'indiquer, et en tout cas elle était assidue, et de telle sorte que tout ce que je lui ai dit, elle a eu à intégrer cela. Chaque fois que je constatais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, je n'hésitais pas à lui dire de changer, d'aller dans tel sens ou dans tel autre. Et la jurisprudence qui est répertoriée ici démontre qu'elle a été à l'écoute, puisque je lui ai donné des orientations pour qu'elle cherche des jugements ici et là, dans les revues spécialisées, donner une appréciation dans tel domaine, ainsi de suite. Voilà donc l'aboutissement de ce travail. Il faut avouer que la subordination juridique est une notion vraiment essentielle dans le contrat de travail, parce que c'est là qui détermine les relations entre l'employeur et le salarié. C'est vrai que le salarié fournit la force de travail. L'employeur le rémunère. Mais ce sont les rapports qu'il noue. Et parce que s'il n'y a pas une certaine autorité, eh bien, le rendement attendu par l'employeur ne pourra pas être réalisé. Il faut une dose d'autorité. Et cette autorité, ce critère d'ailleurs, lorsqu'on l'observe, il est plus important, on s'attache à rechercher principalement ce critère-là pour déterminer l'existence d'un contrat de travail. Tenez,
alors qu'en France, on peut s'attacher à rechercher parmi les éléments du dossier d'autres éléments, mais principalement en Afrique, c'est ça qui a été impulsé par le droit africain, c'est la notion d'autorité qu'exerce l'employeur sur le salarié qui détermine l'existence ou pas d'un contrat de travail. Vous pouvez voir, et la question revient d'une manière assez récurrente. Un chauffeur de taxi est-il un salarié subordonné? Parce que dans la conduite de son taxi, dans l'itinéraire qu'il choisit, il est maître, il est libre. Mais d'où vient-il qu'on peut établir qu'il y a une subordination juridique entre le propriétaire du taxi et celui qui exploite ce taxi-là? Ce sont les instructions, mais vous voyez, donc les instructions qui peuvent lui être données. Ah non, mais moi, mon taxi, je ne voudrais pas que tu viennes le déposer à la maison au-delà de 20 heures. C'est déjà des instructions. Et pourtant, il conduit librement le taxi. Mais le fait que l'employeur dise non, moi, je te prescris de venir déposer le taxi chaque jour à partir de 20 heures, ne peut donner ce genre d'instruction que celui qui a une certaine autorité. Voilà, donc parfois, c'est difficile à cerner, mais c'est ça qui donne la beauté de la chose, parce que c'est le pouvoir souverain qui est reconnu au juge d'interpréter à partir des éléments de fait, de rechercher cette notion, de rechercher ce critère-là. Et ce critère-là a comme conséquence alors, de déterminer un certain nombre de choses, de voir est-ce que l'employeur avait-il le droit d'imposer telle mesure. Mais maintenant, à l'ère où les droits de l'homme ont leur importance, le salarié n'est pas une personne corvéable à merci, mais on doit tenir compte aussi de ce qu'il est comme une personne qui a des droits. Alors, est-ce que la notion de subordination juridique est alors tempérée? Et alors tempérée par tous ces éléments. Voilà en quoi ce sujet qu'elle a choisi, au départ, elle disait, ah mais non, allons-y, puisque bon, j'avoue, je lui ai suggéré de travailler sur cette thématique. Et je suis même surpris de constater qu'elle a pu, en tout cas, voyons, elle a même dépassé le nombre de pages, mais au moins, elle est dans la fourchette de 110 pages. Alors le minimum, c'est 80 pages. Et je me réjouis de ce que j'ai trouvé ici beaucoup de temps. Son point de vue, il a même évoqué la responsabilité pénale de l'employeur, entre autres, beaucoup d'autres choses, et ce qui est intéressant. Alors, donc, Monsieur le Président, voilà dans quelles conditions nous avons travaillé. Et elle vous a produit cette œuvre que vous aurez appréciée. Et je ne peux pas en dire davantage, sinon que elle aura à nous repréciser certaines notions. Je sais que les questions qui vont lui être posées ne manqueront pas d'évoquer ces aspects-là. Mais je suis sûr et certain de la manière dont elle a rédigé son travail, elle sera à la hauteur. Je vous remets la parole, Monsieur le Président. Merci infiniment. Chers collègues, Monsieur le ministre suprême. Bien, alors, on va continuer ce tour de table en apportant la parole à notre collègue Bertrand, qui est également. Avec vous et le juge suprême, je sors de là avec 2 ou 3 phrases dans mon pays. Et à M. Mantou, un ami de longue date, un frère, depuis la facture de bois. Très rapidement, je vais me tourner de l'autre côté de la candidate, que je tiens déjà à féliciter, parce que grâce à elle, que cette grand-mère scientifique est au rendez-vous, parce qu'elle a terminé le travail.
et Madame Milandou nous présente un travail de 110 pages, encadré par une introduction d'une dizaine de pages et une conclusion de 4 pages. Et une première partie composée de 2 chapitres. La seconde partie aussi est composée de 2 chapitres. Donc, le travail répond formellement à ce genre d'exercice. Donc, ça répond aux exigences académiques et universitaires. Madame Milandou, elle a le mérite, parce que le langage est juridique, on note peu de fautes d'orthographe et grammaticales. Le sujet d'actualité, Monsieur le Président, dans la mesure où aujourd'hui nous avons Madame Milandou qui nous a montré les frontières ou les limites entre le contrat de travail avec les contrats voisins, le contrat de société d'ailleurs, et le contrat de mandat. Et donc, j'ai lu le travail de Madame Milandou, ça m'a plongé un peu dans les droits des obligations lorsqu'on fait la classification en tenant compte de leur objet. Vous avez l'obligation de faire, qui renvoie peut-être à la notion de subordination, c'est-à-dire une obligation qui demande aux créanciers d'accomplir un travail positif au profit du débiteur. Madame Milandou nous donne beaucoup d'informations. Les notes du bas de page sont bien présentées et, comme on le dit, l'amitié c'est aussi accepter que les autres vous disent la vérité, qu'il vous soit contraire, comme a dit le président. C'est un travail intellectuel, les imperfections ne manquent pas, surtout que vous avez dit la perfection n'est pas de ce monde. Et nous sommes toujours à la tête de cette perfection. Très rapidement, je vais faire les interventions en ce qui concerne la forme et le fond. Madame, vous allez prendre votre document. À la première page en chiffres romains, vous écrivez in memoriam. Vous dites ceci, que Dieu vous garde dans son paradis. Bon, personne n'a jamais été au paradis. Je me dis que le paradis, c'est là où le mal est dépourvu. Il n'y a pas le mal là-bas, on ne peut plus garder les autres. Donc là-bas, la vie est aisée, on trouve tout facilement, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de sorcier. Donc, le remerciement, ici, vous remerciez, à mon avis, tout un village. Hein. Il y a des gens que vous pouvez remercier dans le silence. Et les dédicaces, vous dédiez ce travail à votre époux. Vous venez encore pour remercier. Bon, je sens la considération amoureuse, mais je souhaiterais que vous laissez cela juste aux dédicaces et les remerciements, vous cédez cette place à quelqu'un d'autre. Comment on appelle, les sigles à abrivation. Je n'ai pas vu, comment on appelle, les annales de l'université Maringue. On ne peut pas faire un travail de ce genre. Il y a beaucoup d'articles que vous avez sur le professeur Louvou Aloussa. Mais cet article est publié dans les annales de l'université Maringue. Donc, prière de mettre cela. Et bon, je vais rapidement aussi sur la forme. Quand vous dites première partie, le critère principal, à mon avis, c'est prendre des risques de dire principal. Est-ce que c'est la loi qui dit que c'est le critère principal? Il y a le critère secondaire, le critère qui sera en troisième position. Je souhaiterais que vous mettez le critère déterminant ou fondamental, hein, au lieu de mettre l'ordre principal et secondaire ou comment c'est. À l'introduction, bon, l'historique au petit 2, vous commencez par bien entendu, à mon avis, c'est pas trop propre, hein. C'est comme si vous étiez en train de parler. Et sauf si c'est une particularité. Après l'historique, chez les autres, on voit la définition des concepts. Mais vous partez directement à l'historique, dans le contexte général, après l'historique. Et l'historique que vous donnez ici, à la mesure du possible, si vous pouvez donner l'historique de la subordination du contrat de travail. Mais l'historique que vous donnez ici, c'est du travail. Il fallait mettre une particularité en ce qui concerne la subordination juridique. Parler du droit du travail en général. Madame les noms de bas de page. Quand vous citez un site internet ou bien les informations que vous avez en ligne plutôt, dorénavant, il faut mettre comment on appelle, la date consultée, par exemple, le 1er janvier 2007. Et l'intérêt du sujet, l'intérêt théorique et pratique, mais à la page 9, le dernier paragraphe, la phrase, la toute première phrase, elle est vraiment longue. Quand la phrase est longue comme ça sera pas trop évident comment on appelle, pour accorder. Et généralement, c'est la première partie et la seconde partie. Donc, au lieu de mettre
deuxième partie, vous mettez seconde partie. Et à la page 11, vous dites ceci: la méthode analytique consiste à porter, à mon avis, il faut regarder un peu les règles grammaticales ici. Le A, le porter là doit être à l'infinitif. La première partie, madame, vous parlez des limites, comment on appelle, vous parlez du devoir d'obéissance. Le devoir d'obéissance, ça veut dire que le salarié doit obéir aux ordres avec les clauses de célibat ou du remariage insérées dans le contrat du travail. Parce que cela remet même en cause le principe, comment on appelle, la liberté nuptiale. On est libre de se marier, de ne pas se marier ou de choisir librement son conjoint. Mais dans certaines structures, on va vous dire non, ce n'est pas réservé pour les célibataires plutôt. Tu dois avoir une épouse. Bon, peut-être pour les raisons professionnelles ou personnelles. C'est peu que le chef d'entreprise ne veut pas faire confiance à quelqu'un qui, on ne sait pas là où il dort, il arrive, il se fait pas avec son sac, en cas de détournement, et puis bon, on ne sait pas son épouse c'est qui. Ou encore, on te demande de ne plus rester avec la femme parce que tu dois occuper un poste de responsabilité. Donc, est-ce qu'on peut parler, je vous pose déjà la première question, quelles sont les limites du devoir d'obéissance du salarié? Dans votre travail, vous faites du conceptuel. Dans le conceptuel, vous avez parlé d'un arrêt d'un monsieur qui envoie des messages à une dame qui travaille dans une entreprise pour dire juste bonne soirée, fais des bons rêves, et puis bon, la dame a... Est-ce que le refus de partager les intimités avec son employeur est considéré comme une insubordination? N'abordez pas la question sous l'angle de l'homme et la femme. Actuellement, il y a des femmes aussi qui forcent ça avec les salariés. Elle est chef d'entreprise, elle veut ton employé, dit bon écoute, monsieur, tu es mon époux, afin que je puisse t'employer. Ou bien tu es déjà dans l'entreprise, il dit, pour te garder, tu dois sortir avec moi. Est-ce que vous refusez cela peut constituer une source d'insubordination? La troisième question, lorsque l'insubordination est constatée, quelles sont les sanctions? La toute dernière question. En cas de litige entre les deux, quelle est l'instance habilitée pour résoudre le problème? Bon, les petits détails, on peut s'échanger dans les couloirs. Et la bibliographie, vous devez harmoniser cela, madame. Je vous ai dit, désormais, l'Internet, on ne peut pas s'en passer parce que les informations les trouvent en ligne. Et il faut mettre la date. À l'époque, on mettait l'heure parce que l'information pouvait changer d'une heure à une autre, mais dorénavant, vous mettez juste la date. Et les articles de doctrine, généralement, c'est entre guillemets, et la revue, c'est en italique. Monsieur le Président, toutes ces observations n'entérinent en rien la qualité scientifique de ce travail. C'est un travail de qualité scientifique acceptable. Vraiment, la dame,
en dehors du master professionnel qu'elle peut soutenir aujourd'hui, si elle a un peu du temps, elle peut oser à soutenir un master de recherche, pourquoi pas une thèse de doctorat. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Merci, chers collègues, de votre intervention. Bien. Vous avez 4 questions, j'espère que vous les avez bien notées. De toute façon, je me ferai le devoir de vous les rappeler. Alors, nous allons continuer ce tour de table en donnant la parole à notre collègue, lui aussi, qui va vous dire ce qu'il a retenu. Merci, Monsieur le Président du jury, de la parole que vous m'accordez. Et avant donc de construire mes observations tout à fait sommaires relativement au travail présenté aujourd'hui par Mme Milandou Sorayan, je tenais à vous remercier, Monsieur le Président du jury. C'est un honneur pour moi de composer ce jury à vos côtés, pour la simple et bonne raison que vous avez été notre encadreur au niveau de la faculté de droit. Vous m'avez pris en licence en deuxième année des finances publiques. Et je me suis retrouvé ici également à l'ENAM. Vous aviez été, en tout cas quand je suis arrivé, vous n'avez pas encore été directeur, mais quelques temps après, vous avez été nommé directeur de l'École nationale d'administration de magistrature. Et j'ai beaucoup appris à vos côtés. Je tenais à vous dire cela. Et je tenais également, dans la même foulée d'intervention, à remercier M. Mbemba, qui a également été notre formateur ici à l'ENAM, à l'heure où j'étais en train de préparer mon mémoire de fin de formation en tant qu'avocat. J'ai beaucoup appris à vos côtés, notamment sur la question du droit du travail. Et mon collègue également à ma droite, Bertrand, avec qui nous contribuons à la formation des étudiants au niveau de la faculté de droit, parce que vous comme moi, nous sommes enseignants à la faculté de droit. Bien, en ma qualité d'avocat, Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, messieurs les membres du jury, je vais faire des observations tout à fait sommaires à l'endroit de Mme Sorayan. Mais avant de commencer, je tenais à dire qu'il y a un auteur qui dit que la critique, c'est le ciment de la connaissance. Et cette doctrine, assez convaincante et savante, n'a jamais été démentie jusqu'à ce jour. Vous avez fait un travail de qualité, mais à côté de ce travail de qualité, vous devez accepter les critiques et les remarques venant des membres du jury, parce que vous l'avez dit dans votre travail que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Et lorsque j'ai lu votre travail, je tenais à dire, Monsieur le Président, avec beaucoup d'humilité, que j'ai lu entièrement le travail de Mme Milandou. Entièrement le travail de Mme Milandou. Si bien que je me posais la question de savoir est-ce que je vais trouver quelques coquilles, quelques erreurs, quelques pécadilles. Mais j'ai fouillé et j'ai trouvé. Et je tiens également à remercier Mme Milandou qui a tenu à ce que je fasse partie de son jury. Parce que moi-même, j'ai soutenu sur ce thème à la faculté de droit portant sur la subordination juridique dans le contrat de travail. Et j'ai entendu Mme Milandou Sorayan nous présenter ce travail. J'aurai des questions et j'ai également des remarques à faire. Mon collègue Bertrand m'a déjà anticipé sur la question portant sur les remerciements. En réalité, vous avez consacré ou dédié ce travail 2 fois à votre époux. Il l'a déjà dit. Vous devez en réalité prendre un seul angle. Soit vous consacrez ce travail dans la partie des dédicaces à votre époux, ou bien vous le citez dans la partie des remerciements. Ça a été déjà dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je vais aller rapidement sur les questions de forme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les questions de forme, je commencerai sur la page des cycles et abréviations. Madame Milandou, vous êtes tentée de soutenir sur une thématique fort intéressante. Et la question de la subordination juridique sur le contrat de travail est abondamment traitée dans le Code du travail. Mais j'ai été un peu désagréablement surpris de ne pas voir dans les cycles et abréviations que vous puissiez citer le Code du travail. Parce que la question sur le droit du travail, le support juridique pour nous les praticiens du droit, nous utilisons au quotidien le Code du travail. Et on ne peut pas traiter une question ayant trait sur le droit du travail si on ne porte pas un regard particulier sur le Code du travail. Donc il est important que vous puissiez ajouter dans vos cycles et abréviations Code du travail qu'on abrège C.TRAV.
c'est l'observation que je tenais à faire. Sur votre sommaire, j'ai constaté qu'il y a eu une redite sur la notion de travail. Sommaire, première partie, chapitre 1, je vais lire avec vous. Le contenu et la mise en œuvre de la notion de subordination juridique dans le contrat de travail. Alors, le mot travail se renouvelle 2 fois. J'ai compris que ce n'est pas votre erreur, c'est peut-être l'opérateur de saisie qui n'a pas été très diligent à cet égard, mais souvent on accuse l'opérateur de saisie. Parfois c'est peut-être nous qui commettons ce genre d'erreur. Et je vais donc aller à la deuxième page de votre mémoire, c'est intitulé « Contexte général ». En réalité, vous n'êtes pas obligé de parler du contexte général. Le contexte, c'est déjà un terme qui englobe beaucoup de notions. Donc vous arrêtez à dire soit le contexte ou bien vous dites contexte de l'étude. C'est encore mieux. Toujours sur cette même page, j'ai constaté qu'il y a une coquille dans votre premier paragraphe. Vous avez dit ceci, la dernière phrase. Il est encore aujourd'hui un ressenti, la phrase n'est pas bien construite, n'est pas bien écrite. Et même à la fin de cette phrase, vous avez dit même problème, mais vous n'avez pas eu la sagesse de pouvoir accorder même problème au pluriel. Même problème. Même S, problème S. Et vous avez également utilisé 2 connecteurs logiques sur la même page. Vous avez dit car en effet, c'est souvent une erreur que tous nous commettons parce qu'il est proscrit, on ne peut pas utiliser 2 connecteurs logiques même en parlant, même à l'écrit. Soit vous dites en effet ou bien vous dites car, vous ne pouvez pas dire car en effet, c'est une surcharge dans le langage. Et j'ai même écrit sur ma mémoire non-sens. Et la même erreur s'est renouvelée, toujours sur la même page. Vous dites ainsi donc, vous ne pouvez pas utiliser 2 connecteurs logiques à un même endroit. Vous arrêtez à dire ainsi, ou bien vous dites donc. Dans la correction de votre travail, on va essayer de corriger ces aspects. Je vais rapidement à la deuxième page, à la page 3, Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury. Une observation que j'ai eu à faire lorsque je lisais le travail de Madame Soriane Milandou, c'est que l'impétente est amoureuse des phrases longues. Et vous allez constater qu'il y a une phrase très longue sur la troisième page. Il n'y a pas de point pratiquement. Et il est conseillé dans le cadre de la rédaction des travaux de recherche d'utiliser des phrases courtes. Je prends un exemple, Monsieur le Président, en commençant par « C'est à partir de la naissance et du développement de la grande industrie », toute cette phrase-là n'a pas de virgule et ça s'arrête à un point. Et du coup, on a du mal à comprendre exactement l'objet et la portée de cette phrase. C'est pourquoi, Madame Milandou, lorsque vous corrigerez ce travail, je vous conseille d'adopter les phrases courtes. Parce que dans une phrase courte, on a la facilité de comprendre où elle commence, où elle se termine, et de pénétrer exactement le sujet et l'idée que vous voulez dégager. Je vais aller à la page 4, Monsieur le Président du jury, si vous me le permettez. Madame Milandou, dans son historique, parle de l'indépendance. Après l'indépendance du Congo, en 1960, la loi numéro 10-64 du 25 du travail. J'ai eu du mal à savoir de quel code s'agissait-il, parce que vous parlez de l'instauration d'un code du travail après l'indépendance. Est-ce qu'il s'agit du code du travail français ou du code du travail congolais? Alors vous allez apporter cette précision lorsque vous corrigerez ce travail. Il y a un endroit où vous avez parlé d'un côté, mais après j'ai cherché de l'autre côté, je n'ai pas pu trouver, certainement c'est un oubli, et ça vous pouvez corriger. Je poursuis à la page 5, Monsieur le Président. J'ai constaté que dans la définition des concepts, l'impétrante s'était vertuée à passer son temps à définir le mot subordination juridique à plusieurs reprises. C'est vrai, c'est pour faire en sorte que
les personnes qui liront ce travail après vous puissent comprendre. Mais lorsque vous avez déjà défini une notion, c'est mieux de passer à autre chose. Parce que vous ne pouvez pas passer votre temps à aborder des définitions sur une notion qui a été déjà claire. Je prends un exemple. Vous avez défini le mot subordination juridique selon le dictionnaire Larousse. Vous définissez encore le mot subordination juridique selon le dictionnaire Robert. Vous définissez encore la subordination juridique selon le lexique des termes juridiques. C'est un peu trop. J'ai compris que vous avez le sens du détail. C'est important, mais après, vous en faites un peu trop. Je poursuis, M. le Président. À la page 8 de travail présenté par Mme Ilandou, elle utilise un connecteur logique intitulé « Il est important de souligner ». Mais elle a oublié, je sais que ce n'est pas elle qui a oublié, c'est certainement l'opérateur de saisie qui a oublié, mais ce n'est pas aussi grave. Elle a oublié de marquer après, souligner que, généralement, les expressions ou les verbes, comme il est important de souligner, ce sont des expressions à particules. Et très souvent, on a du mal à pouvoir retrouver la combinaison de ces expressions. Donc vous allez, dans le cadre de votre travail, ajouter la notion que. Il est important de souligner que, parce que cette notion est une expression à particules. C'est comme dans le langage, on dit souvent, il est important de souligner que vous avez oublié de pouvoir mettre la notion que. Je poursuis. Dans le cadre des hypothèses, je ne reviendrai pas. La parole, le que là apparaît plus loin. Oui, M. le Président. Le reproche que vous faites, c'est le long phrase. L'ordre phrase, justement, qui doit. Le que est là, il est plus loin. Il est plus loin, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. Je poursuis. À la page, je vais aller très vite, M. le Président. Oui. Je vais aller directement dans la bibliographie. C'est vrai qu'il y a des coquilles, mais cela ne réduisent pas en ayant la qualité de ce travail, M. le Président. Dans la bibliographie, vous avez fait une bibliographie très riche, parce qu'on retrouve des ouvrages généraux et des ouvrages spéciaux. Et le reproche que je tiens à vous faire, c'est que vous avez traité un sujet qui a été également abordé par certains auteurs ici, par certains professeurs de droit. Le collègue Bertrand m'a anticipé en disant que vous ne pouvez pas traiter ce devoir, ce mémoire, sans pourtant parler des annales de l'Université Maïnga. Parce que les enseignants ici, j'ai eu à lire l'un des articles rédigés par M. Tsakani dans la revue congolaise de droit. Et lorsque vous allez corriger votre travail, il est important, concernant les différentes mentions, de pouvoir ajouter la mention revue congolaise de droit. Parce qu'il y a des auteurs qui ont écrit au Congo ici sur la question de portant sur le contrat de travail. Il y a par exemple le professeur Fidel Mukenge qui a écrit sur la résiliation des contrats individuels de travail. Il était important de faire quand même la revue littéraire. Il y a également le professeur Élie-Joseph Lecobalusa, que vous avez cité d'ailleurs dans votre travail, mais malheureusement, vous n'avez pas eu la présence d'esprit de renvoyer l'article cité par M. Élie-Joseph Lecobalusa dans la bibliographie, qui a écrit un article sur les conditions de travail dans l'entreprise. Vous allez compléter cela lorsque vous allez corriger votre travail. Voilà, M. le Président, quelques observations que je tenais à faire sur la forme. Sur le fond, je tenais à dire que Mme Ilandou a rédigé un travail de qualité, un travail de recherche fourni. Elle a abordé la question de la notion de la subordination juridique dans son entièreté. Parce que lorsque nous parlons de la question de la subordination juridique dans le contrat de travail, nous devons premièrement rappeler que
ce qui distingue le contrat du travail des autres contrats, c'est la notion de la subordination juridique. Et la subordination juridique ne se retrouve pas dans les autres contrats. Par exemple, le contrat de mandat, le contrat d'entreprise, le contrat de société. C'est la particularité. Et un autre aspect qu'elle a relevé dans le cadre du traitement de ce travail, c'est qu'elle a abordé la question de la subordination juridique en disant que la relation de travail entre l'employeur et l'employé est totalement inégalitaire. Aujourd'hui, l'employé ne peut pas avoir les mêmes droits que l'employeur, parce que l'employeur, c'est celui qui donne le travail, qui paye, et l'employé est appelé à respecter de façon très claire les ordres dictés par l'employeur. Elle a également eu aussi le mérite de nous rappeler que la question de la subordination juridique a été dégagée pour la première fois par la Cour de cassation française en 2000, et c'est cette décision rendue par la Cour de cassation française qui a dégagé les critères qui permettent de définir la question de la subordination. Et la question de subordination juridique, on doit retrouver trois notions. C'est le fait de donner les ordres, c'est le fait pour l'employeur de donner les ordres, de contrôler et de sanctionner les manquements. Et alors la question de la subordination juridique telle qu'abordée par Mme Milondou peut s'analyser sous deux aspects. L'aspect du point de vue de l'employeur qui a le pouvoir disciplinaire sur le salarié et du point de vue du salarié qui doit obéir aux ordres dictés par l'employeur. Mais cette subordination juridique aujourd'hui est battue en brèche. Parce qu'aujourd'hui, l'employeur ne peut pas se permettre de tout faire. Il y a des limites, par exemple. L'employeur ne peut pas entrer dans la sphère de la vie privée du salarié. C'est la limite qui est aujourd'hui indiquée lorsqu'il s'agit de traiter la question de la subordination juridique. Mais quoi qu'il en soit, Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, la relation de travail est toujours totalement inégalitaire. Et lorsque le salarié accepte d'être dans une relation de travail, il accepte de recevoir les ordres, mais il ne aliène pas son corps à l'égard de l'employeur. C'est pourquoi aujourd'hui, Mme Milondou nous a rappelé les questions de harcèlement moral qui souvent se posent dans les entreprises. Et souvent, ces harcèlements sont sujets à certains licenciements. Alors, j'ai quelques questions à poser à Mme Milondou. Ma première question, Mme Milondou, c'est de savoir en quoi ce travail, le travail que vous avez rédigé, qui est le vôtre aujourd'hui, est différent du travail rédigé par votre prédécesseur, notamment ma modeste personne. En quoi votre travail est différent du travail rédigé par votre prédécesseur? C'est la première question que je tenais à poser. La deuxième question, Mme Milondou, c'est celle de savoir quelle différence qui existe entre le contrat de travail et le contrat de prestation de service. C'est la deuxième question. La différence entre le contrat de travail et le contrat de prestation de service. La troisième question. Celle de savoir, est-ce qu'un salarié peut être licencié pour un motif relevant de sa vie personnelle? Est-ce qu'un salarié peut être licencié pour une faute ou pour un motif relevant de sa vie personnelle? Et la dernière question, Monsieur le Président, si vous permettez. La dernière question, c'est de savoir comment est-ce que l'État, notamment l'État, la République du Congo, intervient
pour atténuer la notion de la subordination juridique. Comment est-ce que l'État intervient? Comment est-ce que l'État intervient pour atténuer la notion de subordination juridique? Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, voilà en quelque sorte les observations sommaires que je tenais à faire dans le cadre du travail de Madame. Lui, il est tranquille à pocher son sou, il est tranquille, son argent, il est tout content, vous l'avez payé. Mais c'est vous qui payez le pot cassé. Vous voyez? Bon, par exemple, là, une dédicace, il faut vous relire. À mon tout petit, ma force est tout de tous les jours, prise dans ce... Hein? Voilà, donc, essayez de faire quand même, on comprend, vous voulez faire un petit clin d'œil particulier, mais enfin bon, ça va. C'est bien. Alors, le remerciement. Par contre, effectivement, pour le sommaire, je crois que c'est peut-être le principal défaut finalement, les longues phrases, et ce serait ça aussi le titre. Vous voyez, prenez par exemple le titre de la deuxième partie, les kilométriques, l'encadrement joyeux et sévère. Pourquoi ne pas faire pour la consécration de la notion de subordination juridique dans les rapports contractuels entre employés et salariés? C'est plus court. Vous voyez que là, si vous prenez l'encadrement juridique, la notion consacrée de la subordination, voilà, c'est long. La consécration, c'est ça que je dis, la consécration justement de la notion de subordination juridique dans les rapports contractuels entre employeurs et salariés. Donc ça a l'avantage d'être court. Bon, alors, du point de vue de la forme de tout ça, il y a quelques éléments sur lesquels je voudrais revenir. C'est que quand on adopte une conduite, il faut la respecter. Ça peut être tantôt c'est ça, tantôt c'est pas ça. Et pour vos notes de bas de page, tantôt vous commencez par les prénoms, tantôt par le nom. Vous voyez? Tantôt vous abrégez donc le prénom, vous prenez de l'initial, tantôt vous donnez le prénom en entier. Donc on a l'impression que quand vous connaissez bien l'auteur, vous donnez le prénom. Si c'est J, Jacques, Jean, Joseph, je ne sais pas, bon, je sais quoi. On ne fait pas comme ça. Vous voyez? Donc c'est vous qui décidez et donc vous donnez cette discipline. C'est revenu, je ne vais pas citer les pages, mais vous voyez que ça là, c'est pas bien fait. Donc il faut harmoniser tout ça pour que on sente que vous avez le sérieux dans ce que vous faites. Alors prenez la page 5, par exemple, la page 5. Et puis il faut faire attention quand vous faites les notes de bas de page. Prenez la page 5. Vos notes de bas de page, on est à la 14e. C'est pas bien noté. Où Daniel Linard l'affirme en écrivant. Être salarié, c'est être pris dans un lien de subordination. Bien, vous renvoyez. Ok? Seulement, vous dites, vous le renvoie au ce soir. Vous commencez par cette dame-là pour dire tout ce qu'elle a dit ça. Vous dites écrit par. Non, le renvoi ne fait pas comme ça. Écrit par. Vous dites écrit par Daniel. Non. Vous mettez directement Daniel tel. Vous voyez? Vous donnez, si c'est un article, c'est un ouvrage, là où elle a dit ça, et puis la page. Voilà. De la même manière, en haut, quand vous citez notre grand frère, Dakar, Pierre Dakar, ministre de tout ce que vous voudrez là, donc bien, dans son élément, puisque le droit du travail, c'est vraiment son affaire. Le renvoi, on le met après les guillemets, pas dedans. Et ça, c'est des petites fautes d'inattention. On le met à l'extérieur, pas dedans. Vous fermez les guillemets là, et vous mettez
demeure la note de la page. Ça, ce sont des petites erreurs, mais bon, c'est vrai que ça n'affecte pas la qualité du travail, mais du point de vue de la forme, c'est un peu gênant. Bien, alors, pour la revue de par exemple, je le répète, quand vous citez ces auteurs-là, il faut toujours faire des renvois pour permettre aux autres d'accéder aux mêmes choses. Vous voyez, vous avez cité les auteurs-là, on ne sait pas comment, dans quelles conditions, il faut toujours renvoyer. Renvoyer peut-être une autre page, bon, un tel, oui, il a écrit ça, si c'est une mémoire thèse, avec toutes les références nécessaires. Hein? Donc, c'est vrai que, vous voyez, quand vous écrivez, vous allez tout simplement. Toutefois, on peut citer le mémoire soutenu en matière à la facture de loi, par naturellement notre collègue, qui s'articule autour de la subordination. Vous le citez, vous renvoyez et vous dites mémoire de master loi. Vous donnez, vous êtes un allié ou habillé, faculté de loi, qui se suffit l'année. Maintenant, si vous voulez commenter, vous pouvez commenter justement l'œuvre. Essentiellement, on l'a dit dans ces travaux. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Sur la même page, l'hypothèse de travail. Vous voyez, il faut utiliser le présent. Quand vous dites dans l'optique de mieux cerner cette problématique, une hypothèse de départ se dégage. Celle qui considérera. Quand c'est des temps présents. Présenter l'hypothèse, c'est tout. Pourquoi vous dites consistera, c'est quand? Le présent, là, c'est pas 2 jours après ou 4 jours après. Hein? Le présent, simplement, le présent. À ce moment-là, voici ce que je vous propose. Alors, vous prenez la revue de la littérature, vous la mettez juste après l'hypothèse de travail. Hein? Voilà. Bien, alors, moi, je vous pose une première chose. Bien pour comprendre, parce que quand j'ai lu l'hypothèse du travail, là, je ne suis pas vraiment très convaincu, je ne comprends pas très bien. C'est pour ça que je vous ai mis en clair. Quelle est la réponse que vous faites justement de cette question sur l'impact, parce que je vous dis que sur l'impact, vous avez utilisé quelque part cette expression. L'impact de la notion de subordination dans les relations justement professionnelles entre l'employeur et le salarié. Parce que c'est ce que vous avez dit, tout ça. Voilà, c'est dans la problématique. Vous dites ceci, dans la mesure où la notion de subordination dans le contrat de travail étant le critère primordial, et son impact dans les relations professionnelles nouées par ces deux partenaires. L'hypothèse de travail devrait, justement, à partir de cette interrogation-là, devrait avoir quelques réponses. Et c'est ça, justement, que je voulais, mais là, je ne sais pas bien compris. Comme on fait le reproche, justement, d'avoir des longues phrases, vous voyez que parfois même les idées sont noyées là-dedans. Moi, je n'ai pas bien compris votre hypothèse de travail. Donc vous ferez peut-être l'économie justement de faire que je dis ces choses-là le plus simplement possible. Hein? Voilà, qu'on vous comprenne ça. Alors, je vais terminer l'introduction par ceci, l'annonce du plan. Et là aussi, il faut faire simple. Cette étude va trouver toute sa pertinence. Cette étude trouve toute sa pertinence. Premièrement, dans l'analyse de la notion de subordination du contrat de travail, voilà, première partie, et simplifiée, et dans la réflexion, vous voyez, c'est ça qu'il faut écrire, et dans la réflexion, je vais perdu là. Donc, comme à l'église, il faut rester avec nous. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Voilà, vous devez corriger là. Donc, l'encadrement juridique de cette notion, deuxième partie. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Bien, une autre observation. Quand vous avez déjà cité un auteur,
si vous le citez à nouveau, voilà. Mais le nom cite et vous donnez la page. Vous ne reprenez pas toutes les références, non, là on ne sait pas. Puisque vous le citez, vous l'avez déjà cité une fois, la deuxième fois et les autres fois, donc c'est ça. Hein? Voilà, ça c'est la page 13. Hein? En haut de page concernant justement le ministre Pierre Ndaka. Donc ça, ce sont des petites choses pour lesquelles il faut quand même veiller pour que le travail soit de qualité. Il ne faut pas oublier ça. De la même manière, toujours dans vos notes de bas de page, page 70, voilà. Là, vous faites le concret. Page 70, votre renvoi numéro 179, c'est bien 179. Voilà. Vous commencez par obside. Non, pas comme ça. Vous voyez, c'est mal rendu. C'est pas comme ça, c'est mal fait. Hein? Puisqu'il y a Yves Godomé là-dedans, là. C'est un dictionnaire juridique, voilà. Benaban et Godomé, vous voyez, obside. C'est pas comme ça. Vous commencez par les noms des auteurs, et puis citer justement. Parce qu'il s'agit du dictionnaire juridique. Et la phrase qui suit, si elle est là-dedans, à ce moment-là, vous voyez, dans ce vocabulaire-là, juridique, vous commencez par la phrase et les indications qui concernent justement l'ouvrage ou le dictionnaire, vous mettez à la fin. Vous voyez, donc c'est une question de présentation. Vous voyez, si ce que vous dites là, la cause réelle et sérieuse, est une notion propre au droit du travail, et si c'est ce qu'ils disent, vous voyez que vous mettez juste, vous mettez ça. Vous mettez la phrase et puis vous mettez les références à la fin justement. Quand vous aurez fini quand vous aurez fermé vos guillemets, vous mettez la référence. Hein, mais ça aussi c'est des petites choses sur lesquelles il faut, vous voyez, la qualité scientifique, du travail qui l'exige, il faut être méticuleux. Sinon on sera le reproche, mais c'est quoi cette affaire-là? Présenter n'importe quoi. Parce qu'il y a des règles de présentation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont. N'insiste pas trop, il y a beaucoup de choses. Si je reviens à votre bibliographie, vous voyez que les exigences d'aujourd'hui du CAMES, c'est de mettre juste après le nom et prénom l'année. Bon, là, on ne vous fait pas grief pour ça. Dans la présentation des ouvrages, désormais, c'est ça qu'ils veulent. Donc, nom, prénom, vous voyez, et entre parenthèses, l'année. Parution si c'est un ouvrage et le reste. Donc, vous aurez tout intérêt à mettre une meilleure présentation, à bien insister pour que les titres là soient en italique, ça c'est bien. De veiller à ce que, naturellement, vous l'avez bien fait, elle est quand même assez fournie, votre bibliographie c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup d'informations là. Bon, c'est vrai, on sait, mais il aurait fallu simplement mettre des articles. Et puis, vous déclinez justement les articles, les auteurs justement des articles que vous citez. Et puis, si vous voulez citer les revues, vous faites une revue. Mais les revues, vous citez simplement les revues, vous n'avez pas besoin de citer justement les articles. Quand vous mettez les articles, vous citez ces articles-là, il y a naturellement les revues dans lesquelles ces articles sont. Donc vous n'avez pas besoin de faire revue, article, non. Article, tout simplement. Puisque du point de vue de la présentation, qu'on appelle la doctrine, ouvrage, numéro spécifique, ouvrage, après on a des thèses, c'est-à-dire ce que les gens ont écrit, thèses, des mémoires. Fini la doctrine. Donc vous avez là dans les articles, vous voyez, ouvrage, thèse, mémoire, article, tout ça fait partie de ce qu'on appelle le secondo la doctrine. Et puis après, on vient la jurisprudence, les textes, comme voilà. Donc il faut également essayer de mettre de l'ordre là-dedans parce que vous avez des trucs qui passent là, bon, revue ceci, revue ceci. Les revues, vous pouvez citer, si vous voulez citer que le nom de revue, donc vous citez à part.
Mais je mettais seulement la rubrique article et puis je citais les articles en fait. De la même manière, alors pour vos annexes, il faut mettre quand même la table des annexes, c'est bien là. Combien là 1, 2, 3, 4, contrat de travail, 5, une jurisprudence française, 6, oui, ça fait beaucoup. Faites une table de matière qui vous dit que voici ce qu'on va trouver là. Annexe numéro 1, c'est ça, 2, c'est ça. Ça, c'est bon. J'étais sur. Quand j'ai lu votre présentation, une question m'est venue à l'esprit. Et je l'avais noté d'ailleurs, au niveau de votre présentation. J'ai dit quels sont les critères pour définir un lien de subordination? C'est la question qui m'est venue à l'esprit, sans avoir lu le contenu. Je vous la pose. Donc, ajoutez cette question, vous répondrez comme vous voudrez. Je compte là, ça fait 4, 5. Oui, mais ça fait 9. Il y a pour l'année, ça fait 9. Il y a 4 questions là-bas. 4 ici. Ça fait 8 et plus 9. Ça fait beaucoup 9 questions. Je vous donne la parole. Nous vous remercions, Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury. Merci pour vos multiples observations et sachez que nous prenons acte. Très bien. En réponse aux nombreuses questions. Question nombreuse, tu vas faire peur. Le sentiment que les parents vont avoir, que les jours, ils sont mauvais. Ils ont trop de questions. Ça ne pas. Parce que, chers collègues, j'étais chef de département de Carré. Et un jour, je me suis dit, En quoi notre travail a été différent de celui de notre prédécesseur. Comme nous l'avons mentionné lors de notre speech, notre prédécesseur s'est attelé à l'idée selon laquelle la relation de travail était une relation totalement inégalitaire. Et nous aussi, nous sommes allés dans le même sens. Mais sauf qu'en ajoutant le fait que aujourd'hui, que les différents de travail pouvaient être résolus, ou bien qu'on pouvait prévenir ces différends-là à travers les conciliations. À travers les conciliations et les négociations. D'accord, on peut donc dire que vous avez prolongé cette réflexion-là. Oui, en fait, je suis allé. Voilà. Je me suis inscrit en fait dans le même sens, en essayant, pas en dépassant, mais en apportant. Les limites du pouvoir de licence du salarié. Le salarié a le droit d'obéir à son supérieur. Cela est un principe, mais il existe des exceptions. Donc, le salarié peut refuser d'exécuter aux ordres donnés par son employeur. Lorsque ces tâches n'ont pas été mentionnées lors de son embauche, par exemple, lorsque ces tâches ne rentrent pas dans son contrat de travail, telles que imposer une clause de mobilité, par exemple, imposer une clause de mobilité, qu'elle soit territoriale, géographique, ou qu'elle soit territoriale ou géographique. Je prends l'exemple que lors de mon contrat de travail, j'ai signé pour travailler à Brazzaville. Mais l'employeur, pour une raison quelconque, décide de me renvoyer
à de lésir. Alors ce que je fais, je peux refuser, tout comme accepter. Mais je peux refuser d'obéir à cet ordre-là venant de mon employeur. Et là, ce refus ne peut pas faire sujet d'un licenciement. Ce refus ne peut pas faire sujet d'un licenciement. À la question précise, veuillez m'excuser, le docteur Louis a bien précisé que le membre du jury a bien précisé que je ne devais pas prendre l'exemple sur l'homme et la femme concernant l'insubordination. Je n'ai pas vraiment compris la question, mais je réponds en disant que refuser les avances d'un supérieur dans l'entreprise n'est pas forme d'une subordination, non. Parce que la subordination ne se caractérise pas dans le fait d'accepter tout venant de son employeur. Aujourd'hui, un employeur peut faire des avances à une employée et cette dernière a bel et bien le droit de refuser les avances. Parce que le harcèlement sexuel est carrément interdit. Le harcèlement sexuel est... On a bien compris. Merci, monsieur le président. Je peux continuer sur la même question? Vous voulez continuer sur la même question? Oui, mais on vous a posé la question de savoir. Vous êtes libre si vous voulez. Quelle est l'instance qui est habilitée à régler Si vous voulez. d'une patronne à l'égard d'un salarié ou d'un patron à l'égard d'une salariée. Alors, quels sont les mécanismes qui sont mis à la disposition de celui ou celle qui est victime de harcèlement, les mécanismes juridiques qui peuvent lui permettre Quelles sont les autorités qui peuvent être saisies à ce moment-là? Par quel mécanisme, par exemple? Après l'inspection du travail, quelle est l'instance qui peut connaître le tribunal. Ah oui, c'est dur à sortir là. Mais c'est seulement. Mais il y a. Par exemple, pour la femme, il y a. La loi Moïbara. Ben voilà. Parce Donc, que le code congolais n'a pas encore codifié le harcèlement sexuel, mais la loi Moïbara a cité dans son article 16 que le harcèlement sexuel aujourd'hui devient un délit. et donc, maintenant c'est devenu une infraction à la loi pénale, mais en faveur des femmes. Il faut le dire. Parce que les hommes ne peuvent pas être victimes de ces affaires. C'est ça le problème. Voilà. Si on était en privé, là, on peut donner des choses. Ou c'est la femme qui. Voilà. Qui pose problème. Oui. La différence que nous faisons entre le contrat de travail et le contrat de service. Prestation ou service. Merci. Donc, je disais, la différence que nous faisons entre le contrat de travail et le contrat de prestation de service. Le contrat de travail en lui-même résume la subordination juridique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du contrat de travail, on voit directement la subordination juridique. Il existe donc cette obligation pour l'employé d'obéir aux ordres de son employé, de se conformer aux instructions et aux directives de ce dernier. Il bénéficie de la protection des salariés, y compris le salaire minimum, les congés payés, la sécurité sociale, les indemnités en cas de licenciement. Donc le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée et la résiliation suit des procédures
très strictes, comme le préavis et dans certains cas, des indemnités de licenciement. Tandis que le contrat de prestation de service met en relation deux parties indépendantes. Le prestataire de service réalise un travail ou un service pour son client, donc une mission donnée. Il n'est pas soumis à la subordination juridique. Et le contrat de prestation de service est régi par les droits de contrat. La durée de prestation de service est généralement liée à la mission à accomplir. Et la résiliation est souvent plus flexible que dans le contrat de travail. Beaucoup de gens sont licenciés parce qu'ils réclament leur salaire. Et à mon avis, ce n'est pas une source d'insubordination. Nous sommes dans un pays où le salaire devient comme une faveur, alors qu'une prestation fournie égale à un salaire versé. Beaucoup de gens, au mépris de leur droit, sont licenciés parce qu'ils réclament leur salaire. Et à vous entendre parler, lorsque vous réclamez votre salaire, ça fait partie, ce n'est pas une source d'insubordination. Et j'en profite très rapidement, Madame Milandou, j'allais oublier, Monsieur le Président, à la page 97, le deuxième paragraphe, vous dites l'article L du Code civil dispose. Je vois dans beaucoup de mémoires comme ça, c'est le stipule plutôt, c'est la loi, c'est le contrat qui stipule, mais la loi dispose. Prière d'insérer cela. J'ai vu dans beaucoup de mémoires comme ça. Le deuxième paragraphe de la page 97. La page 97. Donc, la loi dispose que le contrat stipule. Donc, prière d'insérer cela. Vous existant au contrat de travail, le contrat de prestation de service. Vous avez donné des réponses très pertinentes, mais la réponse également, l'élément que vous devez ajouter dans votre réponse, c'est celui du caractère indépendant. Parce que dans un contrat de travail, le salarié, en quelque sorte, aliène son indépendance. Il est totalement dépendant de l'employeur. Ce qui est différent dans un contrat de prestation de service, c'est que le prestataire n'aliène pas son indépendance. Il demeure indépendant. Je prends le cas des enseignants, par exemple, qui interviennent dans des établissements privés. Ils ne sont pas assujettis à un contrat de travail, mais assujettis à un contrat de prestation de service parce que l'employeur qui a accordé la prestation de travail au prestataire de service ne peut pas, par exemple, sanctionner le cours, par exemple, d'un enseignant. C'est pourquoi je profite à dire que l'indépendance dans le cadre du contrat de prestation de service demeure. Et un autre élément, c'est celui du cadre légal. Le contrat de travail est régi par le code du travail, mais le contrat de prestation de service est régi par le code civil. Voilà, M. le Président, l'intervention complète. Allez-y. Nous sommes licenciés pour une faute ou un motif de la vie personnelle du salarié. C'est bien ça le titre? C'est bien ça. En principe, la vie personnelle d'un salarié ne doit pas interférer avec son emploi. Ça, c'est le principe. Et un employeur ne peut pas licencier son salarié pour des faits relevant de sa vie privée. Mais cependant, il existe des exceptions. Un salarié peut être licencié pour des faits de sa vie personnelle. Si ceux-ci ont un impact direct. Voilà. Les sanctions. Les sanctions peuvent aller du blâme au licenciement. Donc, nous avons le blâme, nous avons l'avertissement, nous avons aussi la mise à pied, et nous avons le licenciement disciplinaire et le licenciement conforme. Le licenciement, c'est la dernière mesure. Et vous?
Merci. Et moi, je vais vous demander très respectueusement de nous laisser délivrer parce que on est suffisamment ouvert. Je ne vais pas réclamer les palais pendant que vous laissez vos femmes à la maison là-bas. C'est ça. Ça suffit. Et c'est sur le pouvoir de votre carrière. Ah, et comme il est là. Je n'ai pas de raison. Le jury a appelé à statuer sur les travaux du mémoire intitulé La notion de subordination juridique dans le contrat de travail en République du Congo, présenté et soutenu publiquement par Milan Doubou, grâce à Yann, la filière magistrature sur le 2, après avoir entendu le projet de membres ici présents, a délibéré à qui la forme 4 et 5 sur la présentation 4 et 5 sur le fond 9 sur 10, soit un total de 18 sur 20. Voilà. Et donc là, on a fait un bon bisou. À la hauteur de 18. Non, monsieur, prenez vos propositions. C'est plus que la mairie. À la meilleure pour moi. C'est une belle, en plus c'est une belle femme. Regardez comment elle est. Allons bien là. Si vous regardez le monde avec la tenir compte de ce que tu viens de dire pour te saquer davantage. Amen. Et je demande bien la passion. C'est bon. C'est le palais qu'on a. Le palais, nous sommes palais. Il est où? Merci d'abord. C'est déjà bon. Le palais, c'est Non, il Ah, Seigneur. C'est bon. Attendez de voir, attendez pas. C'est bon. Maintenant on les met déposer d'abord. On recommence. C'est bon, sourire. Ça m'a l'air trop serré, on dirait au tribunal. C'est bon. Bon, essayez maintenant de couper à deux. C'est bon. La dernière. Comme ça, souriez. Madame, vous pouvez enlever vos lunettes, pardon.
Souriez, madame.